pancréas ou glande pancréatique, qui est la deuxième glande annexe de l'intestin. C'est une glande à sécrétion endocrine et exocrine qui est située transversalement en avant de la colonne vertébrale lombaire. Cette glande est en véritable symbiose avec le duodénum. Nous traiterons ensuite la rate, qui est un organe lymphoïde, puis nous ferons une synthèse sur le réseau veineux porte, et enfin nous terminerons par l'innervation par le système nerveux autonome de l'intestin. Le pancréas fait partie des glandes annexes de l'intestin. C'est une glande à sécrétion mixte, à la fois endocrine, produisant des hormones, comme le glucagon, l'insuline, et une sécrétion exocrine, qui se déverse dans le tube digestif. En anatomie descriptive, le pancréas a une forme complexe qui s'est adaptée aux éléments anatomiques environnants, car comme tout tissu glandulaire, il est très plastique. On compare souvent la forme du pancréas à un crochet, un marteau ou un poisson. Sur cette vue de face, la surface du tissu pancréatique, qui est rouge rosé, est en fait irrégulière, bosselée, avec de nombreuses travées conjonctives. On le divise en plusieurs parties. Premièrement, sur la droite, la tête pancréatique. La tête pancréatique qui présente des bords avec un bord supérieur qui est en regard du premier duodénum, un bord latéral en regard du deuxième duodénum et un bord inférieur au niveau du troisième duodénum. Il y a une véritable symbiose entre le cadre duodénal et la tête pancréatique. En effet, le tissu pancréatique entoure en partie la superficie duodénale, un peu comme une jante et un pneu. L'adhérence est modérée pour le premier duodénum, elle est maximale avec des connexions canalaires pour le second duodénum, elle est moindre pour le troisième. Ce tissu irrégulier présente un tubercule sur le bord supérieur et sur sa face médiale, la tête pancréatique présente une languette qu'on appelle le processus incinatus, ou crochet en français. On l'appelle également souvent le petit pancréas de Winslow. Ce petit pancréas est marqué par une gouttière ventrale, c'est la gouttière des vaisseaux mésentériques supérieurs. La tête se poursuit sur la gauche par une zone rétrécie qui est le col pancréatique, puis se développe le corps du pancréas. Le corps du pancréas est transversal, en avant de la colonne lombaire, il est orienté latéralement, en haut et à gauche, et se termine par la queue pancréatique. C'est une languette de tissu pancréatique qui, là aussi, comme le petit pancréas de Winslow, est marquée par une empreinte vasculaire, le passage des vaisseaux spléniques destinés à la rate. La même structure glandulaire, pancréatique, est ici représentée sur sa face dorsale. La tête est donc sur la droite, et on remarque une gouttière périphérique sur la tête qui correspond à l'empreinte de la convexité du cadre duodénal. Le premier duodénum en haut, le second latéralement, et le troisième duodénum en situation caudale. La tête pancréatique est perforée sur sa face dorsale par le passage de la voie biliaire principale. Au-delà du tubercule, le col fait la jonction avec le corps pancréatique, puis au-delà, sur la gauche, avec une longueur variable, la queue pancréatique qui est en regard de la rate. Cette face dorsale présente des empreintes veineuses. Des empreintes veineuses qui correspondent à la formation du système porte. Ces empreintes sont variables, mais on a sur la face dorsale, presque de façon axiale longitudinale, l'empreinte de la veine splénique qui va rejoindre la veine mésentérique inférieure. Cette jonction est très variable, elle peut être fortement déplacée sur la gauche ou au contraire déplacée vers la ligne médiane. Cette jonction veine splénique, veine mésentérique inférieure forme le tronc veineux spléno-mésentérique qui ensuite va constituer la veine porte.
L'embryologie du pancréas explique sa forme et sa morphologie définitive. Nous avons sur la gauche la situation initiale, avec sur la droite le mésogastre ventral, occupé par le bourgeon hépatique et les voies biliaires primitives. Il existe à ce niveau un bourgeon pancréatique ventral de couleur orange, par opposition au bourgeon pancréatique dorsal qui est coloré en jaune et qui est situé dans le mésogastre dorsal. Sur la droite, trois petits schémas successifs vont expliquer le mouvement, le déplacement de ces bourgeons pancréatiques. Initialement, ils sont dans un plan sagittal, le bourgeon pancréatique dorsal dans le mésogastre dorsal, le bourgeon pancréatique ventral et les voies biliaires dans le mésogastre ventral. On a vu qu'il y avait dans la formation et l'organogenèse de l'estomac une rotation de 90 degrés. Cette rotation s'applique également sur les bourgeons pancréatiques, avec le bourgeon dorsal qui devient transversal sur la gauche et le bourgeon ventral qui est transversal sur la droite. Ultérieurement, seul le bourgeon ventral va poursuivre la rotation. Il va contourner par en arrière le deuxième duodénum et venir rejoindre le bourgeon dorsal par la face dorsale, entraînant avec lui la voie biliaire principale. Et il y a une jonction, voire une soudure, entre ces deux bourgeons. Néanmoins, ce déplacement, cette migration peut être imparfaite, avec la persistance de l'indépendance des deux bourgeons, c'est le pancréas divisum. Au cours de la rotation, le bourgeon ventral peut abandonner du tissu pancréatique autour du périmètre du deuxième duodénum et former un pancréas annulaire qui peut provoquer des strictions. Il peut aussi, dans sa migration, ce tissu pancréatique peut abandonner des îlots cellulaires et former des glandes pancréatiques accessoires. L'embryologie concerne également les canaux pancréatiques, avec deux schémas, celui qui est en haut en vue de face, celui qui est en bas en vue transversale. Sur le premier schéma, le bourgeon dorsal en jaune possède un canal excréteur principal, le canal de Wirsung. Canal de Wirsung qui va être rejoint par le canal spécifique du bourgeon ventral en orange, et cette jonction entre le canal principal du bourgeon dorsal et le canal du bourgeon ventral forme en définitive le canal de Wirsung ou canal principal. La partie restante du canal excréteur du bourgeon dorsal, qui est en pointillé sur le schéma, forme un canal accessoire ou canal de Santorini. Ces canaux peuvent devenir indépendants l'un de l'autre ou rester en connexion au stade de l'organogenèse définitive. Le schéma suivant représente la situation définitive et l'organisation des canaux pancréatiques. On se limite à la tête pancréatique et une portion du corps pancréatique. Le diamètre des canaux est assez conséquent. On retrouve sur le schéma, à partir de la gauche de l'individu, le canal de Wirsung ou canal principal, qui fait un trajet en chicane pour rejoindre le canal qui était initialement le canal excréteur du bourgeon ventral. Le canal de Wirsung, comme tous les autres, reçoit des canaux afférents myriapodes qui ont un trajet perpendiculaire au canal principal et qui permettent de collecter les sécrétions pancréatiques. Le reliquat du canal principal du bourgeon dorsal forme le canal de Santorini ou canal accessoire qui se termine également dans le deuxième duodénum. La terminaison de chacun des canaux forme un relief dans la lumière du deuxième duodénum et forme ainsi la petite caroncule pour le canal de Santorini
par opposition à la grande caroncule pour le canal principal de Wirsung. La vascularisation du pancréas est très importante. En effet, comme tout tissu glandulaire, qui a une production, dans le cas présent, à la fois endocrine et exocrine, il faut un apport abondant de métabolites, oxygène, glucose, protéines, etc. Ce schéma représente le cadre duodénal, le tissu pancréatique avec une section caudale et l'aorte abdominale avec deux artères à destinée digestive, le tronc cœliaque en haut, l'artère mésentérique supérieure en bas. Le tronc cœliaque va donner sa trifurcation avec l'artère coronaire stomachique qui n'est pas concernée dans la vascularisation du pancréas, l'artère hépatique qui donne comme collatéral principal l'artère gastro-duodénale, qui vascularise, on a vu, une partie de l'estomac, la grande courbure et le grand omentum, mais qui va participer grandement à la vascularisation de l'ensemble pancréas-duodénum. L'artère mésentérique supérieure, née en arrière du tissu pancréatique, elle a un trajet pratiquement rectiligne, laisse une gouttière, une empreinte sur le tissu pancréatique, et ensuite va se destiner principalement à l'intestin grêle et au côlon droit. Mais l'artère mésentérique supérieure participe à la vascularisation du duodénum et du pancréas avec des anastomoses, on va le voir, entre artère mésentérique supérieure et tronc cœliaque. L'artère splénique, quant à elle, vascularise le corps pancréatique. Elle a un trajet très spécifique, un trajet sur le bord supérieur du corps pancréatique, un trajet qui n'est pas rectiligne, qui est contourné et qui aboutit au île splénique. Le diagramme au-dessous du schéma va expliquer les différents systèmes anastomotiques et réseaux anastomotiques au niveau de la tête pancréatique. En effet, le tronc cœliaque est la source crâniale du sang artériel, l'artère mésentérique supérieure la source caudale du sang artériel. Les artères sont toutes des artères pancréatico-duodénales. En effet, la vascularisation est commune et les deux viscères sont indissociables. Artères pancréatico-duodénales qui ont l'objectif supérieur si elles proviennent du tronc cœliaque, avec ainsi l'artère pancréatico-duodénale antérieure et supérieure, et l'artère pancréatico-duodénale postérieure et supérieure. Celles qui proviennent de l'artère mésentérique supérieure auront l'adjectif inférieur, avec les artères pancréatico-duodénales antérieures et inférieures, et artères pancréatico-duodénales postérieures et inférieures. Le second adjectif est antérieur si le réseau est sur la face ventrale, bien entendu, et postérieur s'il est sur la face dorsale. On a donc ainsi un système anastomotique double, ventral et dorsal, supérieur et inférieur. C'est un système de sécurité pour la vascularisation de ce secteur vital. Le schéma suivant représente la totalité de la vascularisation artérielle du pancréas et duodénum, avec l'aorte abdominale comme axe médian. L'artère gastro-duodénale naît de l'artère hépatique, et l'artère gastro-duodénale va donner deux groupes d'artères, les artères pancréatico-duodénales postérieures et supérieures, et artères pancréatico-duodénales antérieures et supérieures. Ces vaisseaux vont, comme on l'a vu sur le diagramme, s'anastomoser avec les branches de l'artère mésentérique supérieure, branches qui sont les artères pancréatico-duodénales postérieures et inférieures et pancréatico-duodénales antérieures et inférieures. Deux réseaux superficiels, l'un ventral, l'autre dorsal, communs pour le pancréas et le duodénum. Ces vaisseaux, qui parcourent la superficie de la tête pancréatique, vont donner des vaisseaux perforants
se distribuant par un abondant réseau intraparenchymateux dans le tissu pancréatique et forme l'arcade intrapancréatique. C'est l'anastomose entre réseau ventral et réseau dorsal. L'ensemble forme les arcades de la tête pancréatique. L'artère splénique a un trajet très spécifique qui va suivre le bord supérieur du corps pancréatique jusqu'au niveau de la jonction entre le corps et la queue pancréatique, et l'artère splénique donne sur son trajet une série de vaisseaux perpendiculaires au vaisseau principal qui traversent le tissu pancréatique. Le bord inférieur du corps pancréatique présente une artère pancréatique inférieure qui est beaucoup plus grêle, mais qui, sur le même modèle, distribue des collatérales perpendiculaires au tronc principal. L'artère splénique termine son trajet au niveau de la gouttière sur la queue pancréatique, se distribue bien sûr à la rate, mais donne aussi, comme on l'a vu précédemment, l'artère gastro-épiploïque gauche. De nombreuses anastomoses se forment en surface, mais aussi dans le tissu pancréatique, en particulier l'arcade de Kirk, qui fait une jonction entre le réseau pancréatico-duodénal antérieur et l'artère pancréatique inférieure. Le réseau veineux n'est pas détaillé sur le schéma, mais il est parfaitement superposable au réseau artériel, avec une artère pour une veine, veines qui vont toutes se drainer dans le système porte. L'ensemble du duodénum pancréas possède également une circulation lymphatique abondante, circulation lymphatique qui amène le flux lymphatique dans le groupe de lymphonodes principal, le groupe rétropancréatique, qui reçoit le flux lymphatique de l'ensemble des viscères digestifs. Voyons maintenant les éléments au contact de l'ensemble du duodénum pancréas, c'est-à-dire les rapports dans la loge duodéno-pancréatique, ici sur une vue dorsale. On retrouve bien sûr le cadre duodénal et l'ensemble pancréatique, la tête, le corps et la queue pancréatique. Premièrement, il y a des rapports vasculaires, avec l'origine de l'artère mésentérique supérieure, en arrière du pancréas. Cette grosse artère traverse le cadre duodéno-pancréatique, passe en avant du petit pancréas de Winslow, en avant du troisième duodénum, et forme cette gouttière des vaisseaux mésentériques supérieurs. Elle donne à partir d'un tronc principal ou deux artères indépendantes, l'artère pancréatico-duodénale postérieure et inférieure, qui va très vite en fait se diviser en un réseau très dense. Le tronc cœliaque, quant à lui, naît au-dessus du pancréas. Ce tronc cœliaque va donner, à partir de l'artère gastro-duodénale, l'artère pancréatico-duodénale postérieure et supérieure, qui rejoint la postérieure et inférieure. L'artère splénique, bien visible avec son trajet contourné sur le bord supérieur du corps pancréatique, est à distance de la veine splénique, qui elle est rectiligne et rétrocorporéale. L'artère splénique donne également comme collatérale l'artère pancréatique dorsale, qui passe en arrière du corps ou du col pancréatique, et qui va former l'artère pancréatique inférieure, qui suit le bord inférieur du corps pancréatique jusqu'au niveau caudal. Le réseau veineux maintenant comprend la veine splénique, rectiligne contrairement à l'artère, rétropancréatique et non pas sur le bord supérieur. Elle reçoit la veine mésentérique inférieure à un niveau très variable, près de la tête ou au contraire près de l'extrémité caudale pancréatique. Elle forme ainsi le tronc veineux splénomésentérique qui rejoint la veine mésentérique supérieure. Celle-ci est à l'origine satellite de l'artère du même nom. Cette veine mésentérique supérieure, avec son flux ascendant, rejoint le tronc splénomésentérique pour former la veine porte proprement dite. La région de la tête pancréatique
est marqué par le trajet de la voie biliaire principale, le canal cholédoque, qui, à mi-hauteur, va traverser le tissu pancréatique pour un trajet transpancréatique et se terminer dans le deuxième duodénum. Le bord supérieur de la tête pancréatique voit le développement du pédicule hépatique ou pars vasculosa du petit épiplon, avec un contenu très spécifique, la veine porte qui est l'élément le plus dorsal, le plus volumineux, ventralement sur la gauche l'artère hépatique et ventralement sur la droite la voie biliaire principale. Le tout est contenu dans le pédicule hépatique qui est équivalent à la pars vasculosa du petit épiplon. Le schéma suivant permet de représenter les rapports de la tête pancréatique au-delà de la loge duodéno-pancréatique. Il s'agit d'une coupe sagittale paramédiane droite. En effet, une coupe sagittale médiane passerait par l'aorte. Le plan de coupe est décalé de quelques centimètres sur la droite et passe par la veine cave inférieure. Le pancréas, plus précisément la tête pancréatique, est l'élément central, avec la partie la plus volumineuse qui est située en haut et un petit bourgeon en bas qui correspond au petit pancréas de Winslow. La tête pancréatique est entourée du premier duodénum en haut, troisième duodénum en bas. Ventralement, cette loge pancréatique est recouverte par le côlon transverse et le mésocôlon transverse qui s'insère par une diagonale sur l'ensemble duodénum pancréas. La face ventrale est recouverte en grande partie par la glande hépatique avec le bord antérieur qui arrive au moins à mi-hauteur sur l'ensemble duodénum pancréas. C'est là aussi que se situe la voie biliaire accessoire, la vésicule biliaire avec sa forme d'ampoule qui arrive souvent au contact du côlon transverse et dans des situations pathologiques, on peut assister à des fistules entre la vésicule biliaire et le côlon transverse avec un déversement du contenu biliaire directement dans le côlon. La voie biliaire accessoire va ensuite rejoindre le pédicule hépatique avec sa partie du petit épiplon, et la voie biliaire accessoire termine son trajet sur le schéma, puisque la terminaison anatomique se fait dans le deuxième duodénum, qui serait dans un plan plus superficiel du plan de coupe. Le troisième duodénum en bas, la région est marquée par le trajet de la veine mésentérique supérieure. Veine mésentérique supérieure qui traverse le cadre duodéno-pancréatique, qui remonte en direction du hile hépatique pour devenir la veine porte dans le pédicule hépatique. Dorsalement, c'est la veine cave qui a un trajet rectiligne et contre laquelle s'est formé l'accolement de Treitz. Sur le plan artériel, on retrouve à mi-hauteur l'artère hépatique commune, qui va se diviser en artère hépatique propre qui remonte dans le pédicule hépatique, et l'artère gastro-duodénale qui passe entre le premier duodénum et la tête pancréatique. Ce bloc duodéno-pancréatique est solidement fixé au plan postérieur par l'accolement au fascia de Treitz, qui couvre pratiquement toute la surface duodéno-pancréatique. Ce plan de coupe permet de représenter le hiatus de Winslow. Le hiatus de Winslow, c'est la zone de communication entre la grande cavité péritonéale droite et la poche rétrogastrique. Le hiatus de Winslow est limité par la veine cave inférieure dorsalement, la veine porte ventralement, c'est un triangle avec un sommet caudal, et le troisième côté, c'est la glande hépatique, plus précisément le lobe de Spiegel. Ce hiatus de Winslow permet de pratiquer des gestes explorateurs ou de contention pendant une intervention chirurgicale. Par exemple, on peut ainsi palper entre le pouce et l'index la voie biliaire principale, la voie biliaire accessoire, et détecter des lithiases intracanalaires.
Le musicien suivant n'est plus une glande exocrine ou endocrine, mais la rate est un organe lymphoïde qui est une véritable éponge vasculaire sur le trajet de l'artère splénique. La rate, ou splénius, d'où l'adjectif splénique, ou lienne, d'où l'adjectif lienis, est un tétraèdre irrégulier. Tétraèdre irrégulier qui a une orientation non orthogonale dans la cavité de l'abdomen, avec une base, 3 faces et des bords. En anatomie descriptive, la rate est représentée sur une vue médiale sur le schéma de gauche, sur une coupe transversale en haut et à droite, et une vue antérieure sur le schéma en bas et à droite. On lui décrit 3 faces. Premièrement, la face rénale, qui est concave, régulière, face rénale qui s'est adaptée à la convexité du rein gauche. La deuxième face est une face gastrique. Elle est également concave, adaptée à la grande courbure de l'estomac, et cette face gastrique supporte le hile de la rate, la zone où les vaisseaux artériels vont traverser le parenchyme, mais où existe aussi le retour veineux. Le hile splénique est très étendu sur presque toute la hauteur de cette face gastrique. La face suivante est au contraire convexe, c'est la face diaphragmatique, adaptée à la coupole diaphragmatique gauche. Il reste la base du tétraèdre, c'est la face colique qui repose sur l'angle gauche du côlon. Les bords maintenant sont constitués par le bord antérieur. Celui-ci est irrégulier, il est crénelé, marqué par plusieurs incisures. Le bord postérieur est lisse et régulier. Le bord interne, qui fait la jonction entre la face gastrique et la face rénale, est également lisse et régulier. Ce bord interne est bien visible sur le schéma en coupe transversale en haut et à droite. Et enfin, la rate a pour dimension 12 cm de hauteur, 8 cm sur le plan antéro-postérieur, 5 cm d'épaisseur. Elle pèse à l'état normal 200 grammes, et il existe des rates surnuméraires, des îlots de tissu lymphatique dans le mésogastre dorsal qui jouent le rôle de rate surnuméraire. Le poids est normalement limité, la rate est totalement masquée par le grille costal, mais en cas de maladie du système lymphatique, maladie qu'on appelle les lymphomes, la rate peut peser plusieurs kilos et descendre jusqu'au niveau de la fosse iliaque gauche. Ce schéma représente les vaisseaux spléniques, les vaisseaux de la rate, qui proviennent de l'artère splénique avec son trajet en rapport avec la glande pancréatique, qui passe ensuite pour faire une gouttière sur la queue pancréatique, et en regard du hile de la rate, l'artère splénique va donner ses branches terminales. Branches terminales car le tissu splénique est segmenté avec une vascularisation terminale. Il y a donc une artère polaire supérieure, puis les branches supérieures avec 3 à 4 divisions, les branches inférieures, c'est équivalent, 3 à 4 divisions, et enfin une artère polaire inférieure. C'est sur ce trajet que l'artère splénique donne les vaisseaux courts gastriques. Vaisseaux courts gastriques destinés à la grande courbure et qui doivent être impérativement respectés lors de l'ablation de la rate. Les artères sont accompagnées par les veines, avec une veine principale, la veine splénique, qui collecte le sang de chacun des segments spléniques. Ventralement, en aval du flux principal destiné à la rate, il reste l'artère gastro-épiploïque gauche, accompagnée de la veine du même nom. Ce schéma, qui est une coupe transversale de l'abdomen, où seule la moitié gauche est représentée, va nous permettre d'étudier les rapports viscéraux et péritonéaux de la rate. Premièrement, la rate est en rapport avec les éléments thoraciques, en particulier la plèvre
et le poumon gauche, puisque le muscle diaphragme de faible épaisseur n'est pas une frontière étanche entre le contenu abdominal et le contenu thoracique. Ainsi, la face diaphragmatique de la rate est en contact avec la plèvre gauche et l'extrémité caudale du poumon gauche. Sur le versant abdominal maintenant, le péritoine pariétal double toute la face interne de la coupole diaphragmatique gauche. Le péritoine pariétal passe en avant du rein gauche avant de faire sa ligne de réflexion près de la ligne médiane. Le péritoine viscéral, provenant principalement du mésogastre dorsal, recouvre tout d'abord l'estomac sur sa face antérieure, ceci jusqu'à la grande courbure gastrique, et la jonction avec la rate se fait par un épiplon, un méso, ou épiplon gastrosplénique. C'est par cet épiplon gastrosplénique que passent les vaisseaux courts de la rate. La poche rétrogastrique déborde la grande courbure et atteint pratiquement le hile splénique. Dans le mésogastre dorsal, le corps pancréatique puis la queue pancréatique, accompagnés des vaisseaux spléniques, vont jusqu'à l'épiplon pancréatico-splénique, c'est le mésogastre dorsal, dans sa portion entre le pancréas et la rate. La région pancréatique est fixée, accolée, entre péritoine pariétal postérieur et péritoine viscéral pour former l'accollement de Treitz. Normalement, la rate n'a pas d'accollement contre le péritoine pariétal. Enfin, le rein gauche, qui est rétropéritonéal, est en regard de la face rénale concave de la rate et, dans les traumatismes, un traumatisme de la rate a souvent en association un traumatisme du rein gauche. Le schéma suivant montre les rapports pariétaux de la rate et la topographie de la rate par rapport aux côtes. À l'état normal, la rate est toujours en arrière de la ligne axillaire moyenne. La ligne axillaire moyenne, c'est le plan à mi-distance entre la face ventrale et la face dorsale de l'individu. On a toujours tendance à situer la rate trop ventralement. La rate est donc en arrière de la ligne axillaire moyenne et c'est la partie supérieure de la rate qui peut être en contact avec le poumon gauche. Par contre, toute la surface de la rate, toute la face diaphragmatique est en contact avec la plèvre gauche. La rate s'étend sur 3 hauteurs costales, de K9 à K11, l'axe splénique étant sur la 10e côte. C'est entre les côtes que l'échographie pourra analyser le parenchyme splénique ou que cette analyse pourra être précisée par une ponction intercostale dans la rate. Le paragraphe suivant va nous permettre de faire une synthèse du réseau veineux qui constitue le système porte et qui amène le sang du tube digestif dans la glande hépatique qui joue en fait le rôle d'un filtre. Ce réseau veineux porte est ici sur un diagramme avec les principaux viscères, le rectum en bas, la rate, la partie supérieure de l'estomac et bien sûr la glande hépatique. Le réseau veineux porte commence très bas, en situation caudale, par la veine rectale supérieure. Cette veine rectale supérieure devient ensuite la veine mésentérique inférieure, qui reçoit les veines sigmoïdiennes, au nombre de 3 généralement, puis la veine colique supérieure gauche, et la veine mésentérique inférieure rejoint la veine splénique pour former le tronc spléno-mésentérique. La veine splénique reçoit, à son tour, des veines gastro-épiploïques gauche. Le tronc veineux spléno-mésentérique, rectiligne, va en direction de la veine porte. Le réseau et le débit de la veine mésentérique supérieure est bien plus important,
La veine mésentérique supérieure reçoit des veines iléales, des veines jéjunales, mais aussi la veine colique inférieure droite. C'est un flux sanguin abondant, avec comme afférent plus cranial la veine coronaire stomachique, et elle constitue la veine porte en ayant rejoint le tronc veineux splénomésentérique. La veine porte, quant à elle, qui a un trajet relativement court, 5 à 7 cm, la veine porte va recevoir des petites veines dans le pédicule hépatique, les veines cholédotiennes, des veines pancréatico-duodénales, la veine pylorique et le tronc veineux gastrocolique de Henle. La veine porte a ensuite un trajet rectiligne. Elle mesure 7 cm de longueur pour 15 mm de diamètre. Elle est orientée en haut légèrement vers la droite et se termine au niveau du hile hépatique en se divisant en deux branches, une branche droite, une branche gauche. La branche gauche rejoint ce qui était antérieurement la veine ombilicale et qui est devenu le ligament rond. Le diagramme suivant représente les possibilités d'anastomose porte-cave en cas de dysfonctionnement de la glande hépatique. En effet, le réseau veineux porte, qui est à basse pression, peut être facilement bloqué sur son trajet ou lors d'un dysfonctionnement ou d'une altération de la glande hépatique. Par exemple, en cas de cirrhose, lorsque la glande hépatique devient dure, scléreuse, le flux sanguin porte circule mal, il est bloqué en amont et s'accumule. Il produit ainsi une hypertension portale. Cette hypertension portale, par blocage du filtre hépatique, va devoir organiser un retour veineux différent en développant des anastomoses entre système porte et système cave. Sur le schéma, nous avons donc au centre la veine porte et sa division en deux branches, le système cave supérieur en haut, le système cave inférieur en bas. Il y a plusieurs sites d'anastomose porte-cave qui, à l'état normal, sont très peu développés. Ce sont quelques vaisseaux capillaires à débit insignifiant, mais qui en cas d'hypertension portale vont augmenter de diamètre et de volume pour permettre le retour veineux, le passage veineux dans le système cave. Comme site préférentiel, il y a tout d'abord les veines ésophagiennes. L'œsophage, en effet, a un retour sanguin veineux dans le système cave directement, alors que l'estomac a un retour veineux dans le système porte. Ces veines ésophagiennes sont sous-muqueuses, elles deviennent des veines dilatées en cas d'hypertension portale, des varices ésophagiennes, qui bien sûr peuvent saigner soit spontanément, soit suite à un vomissement et provoquer des hémorragies parfois cataclysmiques. Le retour à partir des veines ésophagiennes se fait par le système azygos en direction de la veine cave supérieure. Le deuxième site, c'est le site ombilical avec le réseau veineux à partir de la veine ombilicale. Le drainage va donc suivre à partir du tronc de la veine porte, de sa division en deux branches, la branche gauche, développer des vaisseaux capillaires autour du ligament rond, l'ex-veine ombilicale, arriver à l'ombilic, et là, se redistribuer avec les veines épigastriques en direction du système cave inférieur, ou la veine thoracique médiale, appelée également veine mammaire interne, en direction du système cave supérieur. La dilatation des veines ombilicales en sous-cutané provoque un réseau veineux dilaté sous-cutané visible à partir de l'ombilic, qu'on appelle la tête de méduse en clinique. Le dernier site d'anastomose porte-cave, c'est la jonction caudale avec les veines rectales inférieures ou veines hémorroïdales, veines rectales inférieures qui se drainent dans le système cave directement, alors que les veines rectales supérieures vont dans le système porte. Là aussi, il y a un réseau sous-muqueux
abondant qui va se développer avec un risque hémorragique, un risque de rectorragie, alors que ce système va se drainer préférentiellement vers les veines iliaques internes. Le dernier paragraphe concerne l'innervation de l'intestin. Cette innervation se fait aux dépens du système nerveux autonome, non contrôlé par la conscience de l'individu ou la volonté de la personne. Nous allons commencer par l'organogénèse du système nerveux autonome. Ce schéma représente une coupe transversale de l'embryon, où le tube neural s'est déjà refermé, avec comme élément de repère la corde, l'aorte abdominale et le tube digestif primitif avec son mésodorsal. Ce schéma va permettre de mettre en place la formation du système nerveux autonome pour le contingent sympathique. Nous sommes donc à la 5e semaine et le tube neural étant fermé, les crêtes neurales sont situées de part et d'autre du tube neural primitif. Ces crêtes neurales vont permettre le développement du système nerveux périphérique, mais aussi le développement du système nerveux autonome. Avec une première migration cellulaire ventrale, migration cellulaire qui va laisser des amas de cellules nerveuses pour former des ganglions sympathiques latéraux-vertébraux. La migration poursuit avec soit un groupe de cellules qui va uniquement dans la future glande médullo-surrénale, dans la partie médulaire de la glande surrénale, soit un deuxième contingent qui lui va rejoindre des amas ganglionnaires préaortiques. Ganglions préaortiques qui seront les ganglions cœliaques, mésentériques supérieurs, etc. Enfin, il y a un troisième niveau de migration, c'est à partir des ganglions préaortiques, une migration de ganglions, de cellules du système nerveux autonome, intraviscéraux entre les plans musculaires ou sous-péritonéales, qu'on appelle les plexus de Meissner et Auerbach. Ce schéma représente l'organisation du système nerveux périphérique à l'émergence de la colonne vertébrale. Il s'agit d'une vertèbre lombaire, donc d'une racine nerveuse lombaire, qui, à son émergence du foramen intervertébral, va donner une branche dorsale pour les muscles paravertébraux, une branche ventrale principale pour le système nerveux conscient, c'est l'ensemble des nerfs qui partent très latéralement pour former les nerfs rachidiens, mais il y a un rameau communicant qui va sur un ganglion sympathique latéro-vertébral, à côté ou en arrière de la veine cave inférieure et ou de l'aorte de l'autre côté. L'innervation du tube digestif par le système nerveux autonome provient donc, à l'origine, des ganglions latéro-vertébraux, ganglions qui sont étagés sur toute la hauteur de la colonne vertébrale, à droite comme à gauche. Ces ganglions latéro-vertébraux vont donner des filets nerveux qui vont se regrouper en nerfs, puis se terminer sur des ganglions préaortiques. Cet ensemble forme le plexus solaire qui est sur ce schéma vu de face pour sa moitié droite. L'origine commence donc dans le thorax, au niveau des ganglions latéro-vertébraux, étagés du 6e au 12e ganglion latéro-vertébral thoracique, à droite comme à gauche. Ces ganglions latéro-vertébraux vont donner des filets nerveux qui vont se regrouper en direction médiale et qui vont se regrouper en nerfs grand splanchniques et en nerfs petit splanchniques. Le nerf grand splanchnique a pour origine des filets nerveux provenant du 6e au 9e ganglion latéro-vertébral thoracique. Les filets nerveux vont se regrouper pour former un ganglion splanchnique, puis ce ganglion grand splanchnique se prolonge par le nerf grand splanchnique qui se termine sur la corne latérale du ganglion semi-lunaire. Ce ganglion semi-lunaire, qui a une forme de croissant concave vers le haut, reçoit un contingent du nerf vague droit, contingent parasympathique, alors que le grand splanchnique, lui, apporte un contingent sympathique.
ganglion smilunaire reçoit également un petit fil nerveux provenant du nerf phrénique homolatéral qui a traversé le muscle diaphragme. La deuxième partie, c'est le nerf petit splanchnique, qui provient des 10e, 11e, 12e ganglions latéraux thoraciques, qui se regroupent pour former un ou deux petits filets nerveux. Le nerf petit splanchnique se projette ensuite sur la convexité du ganglion semi-lunaire, mais également sur le ganglion mésentérique supérieur, et de façon associée ou indépendante par un autre filet nerveux sur le ganglion aortico-rénal. Ce schéma représente le plexus solaire en totalité sur une face ventrale de l'aorte. On reconnaît les corps vertébraux, empilés, dorsalement, l'origine du muscle diaphragme avec ses piliers, l'aorte abdominale, avec l'origine de ses branches collatérales, et les éléments nerveux du système nerveux autonome, constitués par des ganglions qui sont les ganglions semi-lunaires de part et d'autre de l'origine du tronc cœliaque, les ganglions mésentériques supérieurs, proches de l'origine de l'artère mésentérique supérieure, et enfin les ganglions aortico-rénaux. Ce plexus solaire, chacun de ces ganglions va recevoir des nerfs afférents. Nerfs afférents qui sont principalement le nerf vague droit, qui traverse le muscle diaphragme au niveau du hiatus œsophagien. Ce nerf vague droit se divise ensuite en deux contingents, à droite et à gauche, qui chacun se termine sur la corne médiale du ganglion semi-lunaire. Le nerf phrénique, quant à lui, après avoir traversé le muscle diaphragme, ce nerf phrénique donne un petit contingent sur la concavité de chacun des ganglions semi-lunaires. Le nerf grand splanchnique provient des ganglions latéraux vertébraux thoraciques. Ce nerf se termine à droite comme à gauche après avoir traversé les fibres musculaires sur la corne latérale du ganglion semi-lunaire. Le nerf petit splanchnique, lui, plus distal, passe également entre les faisceaux du muscle diaphragme et va rejoindre les ganglions mésentériques supérieurs, accessoirement aortico-rénaux. À partir des ganglions maintenant, des nerfs efférents vont se former pour innerver la totalité des viscères de l'abdomen. Comme nerf efférent, il y a le plexus cœliaque. Le plexus cœliaque naît de la convexité des ganglions smilunaires. Des axones vont ainsi se rejoindre, s'organiser, pour former un réseau en maille de filet autour du tronc cœliaque, puis autour de ses branches, coronaire stomachique, splénique, hépatique, et c'est par le réseau périartériel nerveux du système nerveux autonome que les nerfs arrivent sur les viscères. De la même façon, s'organise un plexus mésentérique supérieur qui va suivre par un réseau en maille de filet l'artère mésentérique supérieure et ses branches. De même, un réseau intermésentérique entre supérieur et inférieur, qui est visible sur le schéma, puis un plexus mésentérique inférieur. Juste au-dessous, en aval de l'artère mésentérique inférieure, se trouve un plexus hypogastrique supérieur. Latéralement, contre la colonne lombaire, se trouve la chaîne sympathique lombaire, c'est donc une chaîne latéro-vertébrale, qui n'est pas destinée au tube digestif, mais l'innervation autonome est destinée aux membres inférieurs, en particulier à la vasodilatation lorsqu'il fait froid, pour apporter un flux sanguin plus abondant. On termine par le système nerveux autonome dans son contingent parasympathique qui provient des nerfs vagues avec une origine intracrânienne. Les nerfs vagues font partie de la 10e paire crânienne de nerfs crâniens. Sur ce schéma vu de face, le nerf vague gauche est antérieur après la rotation de l'estomac. Ce nerf vague gauche va se diviser en deux branches. Il donne tout d'abord, pour la petite courbure, le nerf gastrique antérieur de la targée, et une seconde branche, la branche dite hépatique,
celle qui parcourt le petit épiplon et qui va se distribuer jusqu'à l'estomac en traversant le pédicule hépatique. Elle donne spécifiquement une branche pylorique. Ce dernier schéma, qui est une face ventrale de l'estomac, montre la distribution du nerf vague droit, 10e paire crânienne droite, qui est postérieure du fait de la rotation de l'estomac. Ce nerf vague droit va donner deux branches, une branche qui suit la petite courbure, l'équivalent de la face ventrale, c'est le nerf gastrique postérieur de la targée, mais il n'y a pas de branche pylorique. La seconde branche de division, c'est la branche cœliaque, celle qui va atteindre les cordes médiales des ganglions semi-lunaires, et se distribuer ensuite, beaucoup plus en distalité, sur l'intestin grêle, le côlon, etc. Ces nerfs vagues sont responsables de la sécrétion acide dans l'estomac, et auparavant, on pratiquait des vagotomies, des sections des nerfs vagues pour diminuer la sécrétion acide dans la maladie ulcéreuse de l'estomac. Il y a donc un équilibre, une balance entre système nerveux autonome sympathique et système nerveux autonome parasympathique. Pour l'intestin, la portion que nous avons étudiée, le système parasympathique provient de nerfs crâniens, de la 10e paire crânienne droite ou nerf vague. Quant au système nerveux autonome sympathique, l'origine est située dans les ganglions thoraciques latéraux-vertébraux.